vient d'arriver à Marrakech, c'est notre première journée. C'est 12 heures d'avion, 6 heures de décalage, un 20 degrés de différence en Celsius. Fait que c'est difficile de garder notre énergie, mais l'énergie vient de ce qu'on voit, là, les couleurs, les gens, les habillements. On est dans un souk à Marrakech, fait que c'est des petits marchés là, en labyrinthe couverts, donc on est à l'abri du soleil, puis tout le monde dit que c'est évident qu'on va se perdre. C'est toutes des petits croisés, des chaussées croisées, de petites ruelles, de petits magasins, puis tout ça. Donc en fait, de se perdre, ça devient pas un objectif parce que ça vient de soi, mais ça devient un des buts du voyage. On y va? OK, on y va. Les dates royales, ça se trouve dans les régions de Rachidia. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont rares. Et les autres, les dates, il y en a aux Agora et à Ouarzazate. Il y en a un nombre différent qualités. Il y a même 100 sortes de dates. Qu'est-ce que vous préparez? C'est des légumes avec les tagines. Hein? Tagine poulet, tagine viande, couscous viande, tagine légumes. Bien. Tout. Avec le couscous. Mais moi je préfère le couscous avec les brochettes. Les brochettes et les couscous parce que j'aime le couscous de maman. Elle est spéciale. Et ici, c'est
pareil. Je trouve c'est pareil. Et les brochettes, je trouve un bon goût de les brochettes. Différent que les poissons, le passia et tout. Et nous avons toutes les spécialités. Si tu veux goûter un peu, bienvenue chez nous. Il a de la tangia, la spécialité de Marrakech, avec la viande de bœuf. C'est la spécialité de Marrakech. Il a de la tête de mouton, il a la cerveau de mouton et la viande de bœuf qui est à la vapeur. Il a mamelles, tu connais les mamelles de la vache. Il a la langue de bœuf et la tête de bœuf. Il est très très bon. Ça c'est la tangia, donc c'est tagine, regarde. C'est la spécialité de Marrakech. Je regarde tout le monde. On est sur la place Jemaa el-Fna, c'est vraiment le centre de Marrakech, mais surtout la nuit, ça s'anime jusqu'à minuit à partir du coucher de soleil. Il y a des kiosques avec des lumières, des vendeurs de sucreries, de brochettes, de viande, de couscous, des jus de fruits. Il y a beaucoup d'amuseurs publics, des danseurs, des chanteurs, des femmes qui font du henné, des jeux comme comme à la ronde, que si on réussit une épreuve, on gagne un toutou. Il y a beaucoup de médicaments faits avec des serpents, des reptiles, ou même du lait trait à même un hamster. C'est vraiment spectaculaire. Là. Partout où on regarde, c'est un nouveau spectacle. Et la nourriture? La nourriture, c'est super bon. C'est cuit sur du charbon de bois. C'est vraiment pas cher. On mange à même la rue. C'est très, très bon. Continue ta route. On continue la route, suivez-nous.
avait besoin d'un repos, donc là on est venu à la place principale, le grand parc, où il y a le minaret qui domine la ville et on peut se reposer un peu ici, à l'ombre. Moi, c'est la première fois que je viens dans un pays qui est majoritairement musulman. Puis une chose qui est impressionnante, c'est quand même que les endroits sacrés, c'est un des seuls pays que je connaisse où les endroits sacrés sont interdits aux touristes, donc ils gardent la paix. C'est quelque chose que je respecte dans le fond. Bien, c'est sûr que touristiquement, la réputation de Casablanca est à faire, mais c'est quand même une très jolie ville. Mais le principal attrait touristique de Casablanca, c'est la mosquée Hassan II. Bien, la mosquée Hassan II, c'est une des deux seules mosquées au Maroc qu'on peut visiter. L'autre, c'est une petite mosquée dans le Haut Atlas. Celle-ci, c'est un édifice monumental qui est un peu le Taj Mahal du Maroc. Hassan II, qui est un roi qui, à son 60e anniversaire, voulait léguer un monument historique pour le Maroc. Le minaret, la tour, 210 mètres de haut, c'est l'édifice le plus haut de tout le Maroc. Et être musulman, ça ne veut pas dire une grosse barbe, porter des vêtements qui datent de 20 siècles, et ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, il faut juste être musulman avec soi-même, lire le Coran, faire la prière, être bien avec les gens, c'est-à-dire faire tout ce qu'on demande, c'est tout. À mon avis, tout ce qui se passe là dans le monde, au Moyen-Orient, les États-Unis et tout ce qui se passe, c'est pas à cause de la religion. C'est pas à cause des religions, c'est juste au nom de la religion. Et c'est différent, c'est complètement différent. C'est-à-dire, on veut atteindre un but, mais on ne trouve pas l'argument pour argumenter ces actions. Et on dit, voilà, c'est à cause de la religion, c'est à cause de cette terre, on en a besoin, parce que nos ancêtres vivaient dans cette terre. Mais ça c'est juste un camouflage, c'est juste une façade. Je ne crois pas que les gens seront déçus s'ils viennent visiter le Maroc. Je crois qu'il y a vraiment de belles choses à voir. C'est-à-dire, il faut juste... c'est l'endroit idéal pour les vacances. C'est tout ce que je peux dire. Bien, après un court séjour à Casablanca, on a fait 1 heure de train, on est arrivé à Rabat. Rabat, c'est la capitale du Maroc. On confond souvent la capitale du Maroc avec Marrakech, puisque même le mot Maroc viendrait probablement de Marrakech. Et c'est une ville qui est très peu visitée par les touristes. Pourtant, c'est une ville qui a beaucoup de charme, des grandes allées avec des bordées de palmiers,
un souk intéressant où les marchands ne sont pas trop agressifs. On peut même s'arrêter à un commerçant, regarder des choses et on ne se fait pas aborder, ce qui est très rare pour les marchés au Maroc. Et on est en face présentement de la Casbah. La Casbah, c'est une petite fortification où les marchands qui faisaient des caravanes de marchandises pouvaient, en échange d'un impôt ou d'une taxe, storer leur matériel, se ravitailler, dormir, passer la nuit à l'abri des voleurs et des pirates. On est arrivé à Fès. C'est sûr que vu que c'est la ville qui était la capitale spirituelle, culturelle, artistique du Maroc, ça se ressent aussi chez les habitants. Je pense qu'ils ont une fierté puis ils ont beaucoup de confiance en eux. C'est un dédale de petites ruelles, de souks. C'est très, très difficile de se retrouver. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui essaient d'en profiter. Donc, des faux guides qui essaient de nous perdre pour ensuite qu'on leur donne de l'argent pour nous retrouver et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est une des plus belles villes du Maroc, mais c'est aussi la ville où il faut s'armer un petit peu contre les espèces d'attrapes touristes plus traditionnelles, mais qui sont très, très, des fois, difficiles à éviter. Il faut juste les connaître pour mieux les éviter. Et c'est une très, très, très belle ville à date, avec beaucoup de monuments, la plus vieille université au monde, des belles mosquées, des beaux musées. C'est très agréable.
Aucune expérience marocaine serait complète sans l'essai des hammams, ces espèces de bains publics. Dans un pays où c'est pas toutes les maisons qui ont l'eau courante, les bains publics ont une fonction vraiment importante. Et ils ont été construits sous la forme des thermes romains, donc avec une salle extrêmement chaude, une salle moins chaude et une salle plus froide avec de l'eau en masse. Et l'usage courant au Maroc, c'est d'arriver avec notre savon noir. Le savon noir, c'est fait à partir de résine d'olive et d'huile de palme. Alors ça, on s'en met partout sur le corps. On va dans la salle la plus chaude, on sue en masse, les pores de peau s'ouvrent et après un certain temps, on prend un gant de crin ou un gant synthétique mais rugueux et on se frotte, on enlève tout le savon noir et ainsi que toutes les couches de peau superflues et la saleté. C'est l'expérience qui nous rendra le plus propre de tout notre séjour au Maroc. Il paraît que jamais on sera aussi propre qu'après une expérience à Amman. Moi, je trouve que c'est quand même un défi parce que c'est une salle commune, évidemment, avec plusieurs hommes complètement nus. Et moi, c'est pas dans ma culture d'être avec plusieurs hommes complètement nus en même temps. Alors, je vais voir comment je vis ça. Alors, on est présentement dans la médersa Bab Inania de Fès. C'est une médersa qui date du 14e siècle. Ce qui est spectaculaire, c'est le bois qui est utilisé, du bois de cèdre qui date de plus de 500 ans. Les médersas, c'est des écoles coraniques et les gens de Fès sont très fiers de leurs écoles supérieures parce que c'est ici qu'est née la première université au monde. Là, on est à 3 heures de route au sud de Marrakech. On vient d'atteindre la chaîne de montagnes des Hauts-Atlas, les Hauts-Atlas. Et là, on part pour le trek de 1 semaine dans les montagnes qui sont semi-désertiques. Et c'est le lieu de vie des Berbères. Donc, on va voir leur mode de vie traditionnel, puis on va traverser les montagnes. Ben, c'est des ponts qui ont été faits pour stabiliser le passage. Ce qui nous aide bien beaucoup. Parce qu'on ne veut pas tomber, il y a quand même une grosse dénivellation. Puis des fois, il faut se méfier du vertige. Là, des fois, il y a des petites... des palpites, comme on dit.
ويا الليلة وانا ويا اللالي يا انا ويا اللالي سنا يا اللالي ليلى وكتبت عليها زينة زينة شغلت لي بالي سنو يا ليلى سنو يا الله سنو يا الله سنو يا ليلى ليلى خطابة بألف دينار ألف دينار. C'est une journée relax, on a marché juste 2 heures, mais c'est pas facile non plus, là, c'est de l'adaptation. C'est très beau, les paysages sont très très beaux. Ouais, est-ce que ça empêche de dormir avec les verres? Moi, je m'appelle d'abord Ali Marouf. J'habite le Moyen Atlas dans la région de Beni Mellal. Et en ce moment, je fais le métier de guide de montagne. Donc, on leur montre comment la population berbère ils vivent dans la montagne, de quoi ils vivent, l'architecture des villages qu'on traverse dans nos circuits. On traverse des villages typiques, soit des constructions en pisé, soit des constructions en pierre. Mais pour notre culture, le problème c'est qu'il n'est pas écrit, donc c'est oral. Donc notre culture elle plonge ses racines dans un passé lointain. Donc l'origine des Berbères c'est l'Éthiopie, c'est l'Afrique, c'est l'Éthiopie actuelle. Et après il y a migration, ça passait par l'Égypte, par l'Algérie, et ça arrivait jusqu'à le Maroc. Donc normalement les gens qui habitent la montagne ce sont uniquement des Berbères. Donc ils vivaient uniquement soit des cultures en terrasse. Donc ils cultivent soit du blé, soit de l'orge, soit de maïs et de la luzerne pour les troupeaux. Et ils vivaient aussi de la chose qui est très importante, c'est de l'élevage. C'est de l'élevage des troupeaux. Et essentiellement, c'est des nomades qui font des transhumances. Jour 2, on vient de commencer la marche. On s'est levé très tôt parce qu'il faut marcher le plus possible avant midi, avant que le soleil soit vraiment un ennemi. Alors on s'est levé à 7 heures ce matin, on a défait le bivouac, les tentes, on a pris notre bon déjeuner. Et ce matin, on marche 4 heures de temps. Alors c'est une grosse épreuve, mais en même temps, on est arrivé à un plateau. Donc ça va être plus plat. Il n'y a pas de grosse ascension aujourd'hui, vu qu'on est déjà à une altitude raisonnable. Allez, compris. Il se cassera la tête. Ça c'est le village, il s'appelle c'est Afra. Ça s'appelle Afra. Alors même si on est au plein milieu des montagnes et que c'est seulement des petits villages, il y a quand même l'électricité qui est acheminée. Ça a été une promesse du roi pour électrifier tout le pays. Donc l'électricité qui couvre des très très grandes distances pour se rendre même aux plus petits villages.
Puis l'électricité vient, entre autres, de barrages hydroélectriques, donc on parle pas de charbon ou de nucléaire, évidemment. Les Imazigh, dans le fond, ça veut dire hommes libres. Eux, ils vivaient dans les montagnes pour être libres. Maintenant, ils sont électrifiés parce que les jeunes, eux, voulaient pas rester en montagne. Ils sont attirés par le progrès, par l'électricité, par le téléphone, évidemment, dans les villes. Fait que là, le but de l'électrification, c'est de garder en vie les villages ruraux. Sauf que quand on a l'électricité, il faut le payer. Pour le payer, il faut une entrée d'argent. Donc, pour faire de l'argent, c'est là qu'il faut un lien économique avec le monde extérieur. Donc, en voulant garder leur liberté, en ayant l'électricité, maintenant, ils sont dépendants d'une source extérieure. Fait que peut-être qu'ils sont un peu moins libres qu'avant, moins autonomes. Ton avis? C'est mon avis. Alors, finalement, on a terminé les 4 heures de marche ce matin. On arrive au village de Azgwa et c'est là qu'on va dîner à l'ombre des arbres, près de la rivière. Je commence à avoir faim. C'est bien parce qu'on mange plein de légumes d'ailleurs. Ouais. Alors, jour 4. Alors là, on a quitté les pâturages que les Berbères utilisent pour nourrir leurs moutons, leurs chèvres, et on arrive au village où ils vivent. Moi, je vais mieux. De toute façon, on mange tellement bien que ça ravigote. Et c'est une journée plus tranquille aujourd'hui. On descend la majeure partie de la journée. Cet après-midi, il va y avoir une petite montée, mais juste 1h30, on est capable. On a vu pire.
Bien, quand on arrive finalement au campement, c'est un soulagement, parce que des fois, les montagnes s'empilent, on passe une montagne, il y en a d'autres. Finalement, on arrive tout le temps à une plaine gazonnée où on peut planter les tentes. Donc, première étape, nous, on monte notre tente. On est rendu des experts, parce qu'on la monte à chaque fois. Et les muletiers, eux, montent les bivouacs où ils vont faire la cuisine et où on va souper. Deuxième étape, c'est le thé à la menthe. Donc, tout de suite, ils vont partir le réchaud, faire un bon thé à la menthe. On va se regrouper, prendre le petit thé. Donc, pour le thé, il faut le préparer toujours devant les invités. Quand il y a des invités, il faut les préparer devant les invités. Et celui qui prépare le thé, il faut qu'il mette une djellaba blanche. Et moi, j'ai pas de djellaba. Et la deuxième des choses, celui qui prépare le thé, il faut qu'il lave les mains devant les invités. Et le thé qu'on utilise, c'est du thé vert qui vient de la Chine. Voilà. Il faut rincer la théière avec de l'eau chaude. Voilà. Comme ça. Tu mets juste un tout petit peu d'eau chaude. Tu verses dans un verre. Là, je vais garder ce verre-là. C'est du thé concentré. Tu la pousses un petit peu avec du sucre. Voilà. Et tu laisses reposer un petit peu. Et tu fais comme ça. Bien, on vient de terminer notre trek d'une semaine dans le Haut-Atlas. On est revenu à Marrakech pour une nuit. Juste le temps de défaire et de refaire les bagages, dans le fond, parce que là, on est reparti une semaine pour l'Atlantique. Alors, les deux treks combinés, ça va de l'Atlas à l'Atlantique. Et à chaque heure de marche, ou même moins, on arrive à des plages désertes qui sont entourées de falaises. Donc, il n'y a absolument personne. On a l'impression qu'on est les premiers humains qui y mettent le pied. Et c'est assez exceptionnel. Bien, c'est sûr qu'ici sur la côte, il y a énormément d'eau, mais de l'eau salée. Ce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est de l'eau douce. Dès qu'on s'éloigne un petit peu de l'océan, ça devient très, très, très sec. Alors, de temps en temps, on trouve un puits qui a été fait par les Berbères, mais qui amasse l'eau de pluie, donc qui n'est pas potable, qui a très peu d'eau souvent, et des fois beaucoup de vie animale ou insectes. Alors, nous, on ne peut pas consommer ça. Et le guide connaît les places où il y a des sources d'eau qui sont plus potables, donc évidemment, il faut la traiter, mais qui sont plus propices à la consommation. Mais il y a évidemment des villages autour de ces sources-là.
Donc, on n'est pas seul, on fait la file. Des fois, c'est un village entier qui vient se ravitailler à un mince filet d'eau. Et nous, des fois, c'est pour se laver ou enlever le sel marin. يا الليلة وانا ويا اللالي يا انا ويا اللالي سنا يا اللالي ليلى وكتبت عليها سنا ويا ليلى سنا ويا اللالي سنا ويا اللالي سنا ويا ليلى ليلى وكتبت عليها شد لبوك Hey, ça avance sur le bord de la mer? Quoi? Alors, un petit sourire à la caméra. خطابة بألف دينار ألف دينار قالت لي والله والله Bien, ce que j'ai regretté pendant le trek dans l'Atlas, c'est qu'on avait quatre muletiers. Quatre muletiers, mais qui parlaient pas du tout français, en fait. Donc, les contacts avec eux étaient très, très limités. D'autant plus qu'on était des clients et eux étaient là, étaient engagés pour transporter nos bagages. Donc, après ma barre, on part à moins 10 au niveau contact humain. Et en plus, vu qu'ils ne parlaient pas français, moi, j'ai pas été capable de traverser cette barrière-là et d'établir un bon contact avec eux. Donc là, ce que j'ai fait à Marrakech, on avait une journée avant de partir pour l'Atlantique. Et là, on a rencontré une nouvelle équipe. Cette fois-ci, c'est des chameliers parce que c'est des dromadaires qui vont nous accompagner pendant le trek. Donc, ce que j'ai fait à Marrakech, c'est que j'ai acheté un ballon de soccer, de football. Alors, je me suis dit, on va pouvoir jouer sur la plage et avec les muletiers, non, les chameliers. Et le sport est un langage international. Et d'ailleurs, mon ballon, qui est présentement... moi, je l'ai sorti cet après-midi. On a joué peut-être 1 heure. On était complètement crevés. Mais depuis l'après-midi, le ballon, lui, n'a pas arrêté. Il y a tout plein de gens. Tous ceux qui ont passé sur la plage jouent présentement avec mon ballon. Et il est entre de bons pieds, pour ne pas dire entre de bonnes mains.
suis un vendeur de poissons, plus un pêcheur. Et ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. 10 ans maintenant. Ok. Et voilà, présente-nous un peu. Ouais, il y a des poissons fraîches, il y a des gambas, il y a des calamars, des crevettes, il y a du bar fraîche, de mer, le bar, la meilleure poisson de mer, il y a le turbo, le Saint-Pierre, il y a du homard, il y a des cipérons, des grosses calamars, des araignées. Et la pêche c'est facile, il n'y a pas des matériels. C'est des matériels simples pour pêcher, on pose le filet, après on ramasse. C'est de la dorade. Fraîchement pêchée, fraîchement cuite sur le charbon de bois. Voilà, ben c'est comme ça que se termine notre voyage au Maroc. J'espère que vous avez apprécié notre aventure et qu'on a su partager avec vous une parcelle de ce qu'on a vécu. Et on termine ça sur la place Jemaa el-Fna, une des places les plus mouvementées au monde et les plus bruyantes au monde. Et voilà, comme toute bonne chose a une fin, mais c'est la fin. Merci d'être venu.